Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais compléter un petit peu le cours de relativité générale que je n'ai pas eu le temps de terminer lors du vrai cours ce matin parce que je suis un peu trop frustré de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout. Malheureusement ça prend beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de questions autour de la métrique de Schwarzschild et des trous noirs, c'est bien normal, ça soulève des tas de questions intéressantes. Mais du coup, j'ai pas pu avancer autant que je le souhaitais. De toute façon, j'avais sans doute été un peu trop ambitieux pour le cours de ce matin. Donc voilà quelques compléments, au moins, histoire de finir quand même avec quelques applications de la relativité générale. Donc je reprends donc la suite. Voici la métrique de Schwarzschild. Magnifique métrique dont je rappelle qu'elle est en fait la seule métrique, en tout cas localement, compatible en fait avec une symétrie sphérique que l'on voit apparaître ici hein, avec enfin, ce qui correspond à des coordonnées sphériques si on était dans un espace euclidien standard avec les trois générateurs des moments cinétiques si on veut, enfin les trois champs de Killing J1, J2, J3 qui forment la sous-algèbre de Lie SO de 3, qui est donc une symétrie, c'est ça que ça veut dire, symétrie sphérique, une symétrie de cette métrique, donc de l'espace-temps sous-jacent, donc on voit apparaître ici dans ces coordonnées-là, avec donc θ entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2pi. Alors évidemment, là, vous voyez qu'en fait, c'est pas inférieur ou égal, donc il manque des bouts, mais enfin bon, on a l'habitude, il n'y a pas une carte qui recouvre la sphère S2 elle-même, donc on retire un méridien, et puis éventuellement, si on veut le traiter, on prend une autre carte où c'est pas le même méridien qui est retiré. Bref, standard avec des variétés, c'est pas un problème en soi. On a vu donc qu'il y a cette variable R qui, en principe, a l'air d'aller de 0 à plus l'infini, mais qui a manifestement un problème en R égale RS, c'est-à-dire que ce choix de coordonnées a une divergence lorsque R égale à RS. Par ailleurs, ici aussi, ce terme-là s'annule, donc la métrique serait plus inversible en cet endroit-là. Donc il y a un problème, mais qui est lié, comme je l'ai expliqué ce matin, c'est un problème de carte, on peut changer de carte et résoudre ce problème-là. Ce n'est pas une vraie singularité. Donc on pourrait se dire, ben, on a mal choisi les coordonnées. Oui, enfin, disons, mal choisir, bien choisir, on fait ce qu'on veut, d'accord? L'espace-temps, il est ce qu'il est, et nous, on le regarde comme on veut. Donc, il se trouve que malgré tout, ce sont des coordonnées agréables. Disons, d'abord, il y a cette symétrie qui apparaît, la métrique est diagonale dans ces coordonnées. Et puis, il y a... puis on reconnaît des choses, quoi. C'est-à-dire... Quand on est loin de RS, hein, donc ce qu'on dit que cette métrique est asymptotiquement plate, donc quand R tend vers l'infini, en tout cas quand R est grand devant RS, effectivement ce terme s'annule et on retrouve Minkowski, et on reconnaît alors Minkowski en coordonnées sphériques où R est le rayon, donc la distance au centre. Alors il n'y a pas de centre particulier en Minkowski, on a invariance par translation, mais n'importe quel point du coup peut servir de centre, donc on a R qui est la distance à ce centre, et puis θ et phi, les angles des coordonnées sphériques standards. Donc tout ça nous rappelle évidemment, enfin, ce sont des coordonnées naturelles qui parlent, mais il faut se méfier de ce qu'elles disent, parce qu'effectivement, quand on se rapproche de RS, alors il y a ces termes-là qui divergent ici et qui s'annulent ici, et quand on va à RS plus petit que grand RS, donc ce fameux rayon qui est une constante d'intégration quand on résout les équations, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, quand R devient plus petit que RS, en fait, ce qu'on appelle R, qu'on considère comme le rayon à l'origine, c'est clairement pas la bonne interprétation physique, puisque d'abord, ce terme-là, la variable R, ce terme-là devient négatif, et la variable R devient donc en fait une variable temporelle, au sens où le vecteur
d sur dr, c'est-à-dire le vecteur tangent à la ligne coordonnée où tous les autres paramètres sont constants et juste r évolue, cette ligne coordonnée a un vecteur tangent qui n'est plus de genre espace, mais qui est de genre temps, puisque manifestement, g de dr devient négatif. Et à l'inverse, g de d sur dt devient positif, donc t devient une variable qui pointe dans une direction spatiale et non pas dans une direction temporelle. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui nous piège, c'est que ça s'appelle t et r, et donc on se dit « Ah, c'est le temps ». Non, c'est pas le temps, c'est une coordonnée. Effectivement, loin de ce rayon-là, donc pour des, enfin de rayon, je dis rayon parce que c'est un r, mais pour une coordonnée grande devant rs, eh bien ce t-là est en fait un temps tout à fait ordinaire, qui est le temps qu'on pourrait choisir dans une métrique donc de Minkowski. Mais vous savez bien qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y a invariance par boost, et on peut choisir une autre direction du temps. Donc, dire qu'une coordonnée est du temps et l'autre de l'espace, ça n'a comme sens que la norme du vecteur tangent à la ligne coordonnée est positive ou négative. Bon, bah, en l'occurrence, pour r plus grand que rs, r est une coordonnée spatiale, t est une coordonnée temporelle, et c'est l'inverse quand on change, mais on pourrait se dire, mais comment on peut passer continuellement de l'un à l'autre? Ben non, on ne peut pas passer continuellement de l'un à l'autre, justement parce que avec cette carte-là, il faut s'arrêter à rs, puisqu'à rs, c'est plus défini. Donc, il n'y a pas de problème en soi, et comme je l'ai indiqué, on peut trouver des coordonnées, d'autres types de coordonnées qui font apparaître qu'effectivement, il ne se passe rien de spécial en R égale RS. Alors, il y a autre chose. Et donc, par contre, en R égale 0, il y a un problème aussi, ça diverge. Et là, ça diverge de façon grave, au sens où, si on calcule la courbure devient infinie à cet endroit-là. Enfin, si on prend une courbure scalaire. Et donc, il y a vraiment une vraie singularité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus écrire... Et comme c'est la courbure ou un scalaire de courbure qui est une grandeur intrinsèque de l'espace-temps, si ça devient infini, ça devient infini. C'est pas lié aux coordonnées. Hein, voilà. Donc, il se passe effectivement quelque chose en R égale 0, ce qui fait aussi d'ailleurs que, bien qu'il se passe quelque chose en RS, en fait, on peut traverser ce rayon-là, qu'on appelle l'horizon, pour d'autres raisons. On peut le traverser en passant dans une autre carte et en voyant qu'en fait on peut parfaitement établir une continuité. En revanche, on ne peut pas traverser R égale 0. Parce qu'a priori, quand on regarde ça, bah, R pourrait être négatif en fait. J'ai écrit ça là. Mais parce que justement, on pense R vu de loin, enfin disons quand R est grand devant RS, tout ça ressemble à une métrique plate en symétrie sphérique. Et donc on se dit, bon bah R va de 0 à l'infini, quoi, comme la coordonnée R de l'espace euclidien, si vous voulez. Mais en réalité, ce qu'on a montré, ce qu'on a dit qui était montrable, c'est que ceci vérifie les équations d'Einstein. Ben, en fait, ça les vérifie aussi pour R négatif. Donc on peut imaginer R négatif, a priori, simplement, contrairement au fait, là, qu'on vient de rappeler, qu'on peut traverser l'horizon, en quelque sorte, en changeant de coordonnées, parce qu'il n'y a pas de réelle discontinuité, il n'y a pas de... enfin, dans l'espace-temps, il y a une discontinuité dans la carte, très bien, mais pas dans l'espace-temps, il n'y a pas de réelle singularité. En revanche, R égale 0, c'est une singularité, et donc il n'y a pas une géodésique qui pourrait passer à travers R égale 0. Donc on peut imaginer qu'il y a un monde avec R négatif, si vous voulez, mais il n'y a aucun lien possible avec la partie R positive. Donc en fait, voilà pourquoi on s'en tient là, et en fait, ça reviendrait juste à renommer, enfin
enfin, ce qu'on appelle R, on peut le nommer -R. Évidemment que la carte fonctionne encore, d'accord? C'est juste, encore une fois, c'est qu'un label, les coordonnées. Alors, ça doit vérifier les propriétés de changement de carte, différenciables, etc. Mais si j'ai R, -R, why not, hein? Alors, ceci dit, il y a un autre point aussi que je voulais préciser, parce que donc ce R qu'on a envie de voir comme le rayon, comme la distance au centre, est-ce que c'est la distance au centre? C'est-à-dire, est-ce que je peux, si je considère une ligne, est-ce que je peux considérer une ligne d'univers qui part de R et qui, de R égale, je ne sais pas, R0, et qui finit en R égale 0, là où il y a justement la vraie singularité, et je pourrais me poser la question, ok, quelle est la distance parcourue? Alors, il suffit de le faire. Alors, il suffit de le faire si on part de au-delà. Donc, est-ce qu'il existe une géodésique qui fait ça? Donc, voilà, il faut résoudre, on voit, voilà, on regarde les géodésiques spatiales, on voit ce qu'il en est, on calcule la distance, on calcule le temps propre en fait qui s'écoule le long de cette géodésique. Et on peut calculer la longueur de la courbe. Attention, c'est une longueur d'espace-temps, hein, en l'occurrence. Donc, si on suit une géodésique, ça va être un temps écoulé. Et donc, on peut définir ça comme ça. Après, on peut... Oui, alors on peut... Enfin, bon... oui, on peut définir cette longueur et voir ce qu'il en est. Je n'ai pas prévu de le faire, mais on ne trouverait pas R. C'est ça le point clé. Évidemment, entre R, je l'ai dit, je crois, brièvement dans le cours ce matin, entre le rayon R égale R1 et R égale R2, quand on est loin de RS, ma foi, entre R1 et R2, si on suit à θ et φ, ils sont constants, on va de R1 à R2, qu'on regarde la distance, on intègre, on a la métrique, on peut calculer une distance, d'accord? On va trouver R2 moins R1. Mais plus on se rapproche de l'horizon, plus ce truc-là, ça ne marche plus. Enfin, il n'y a aucune raison que ça marche. C'est juste, encore une fois, c'est des coordonnées. Leur sens physique, c'est autre chose, il faut voir. Par contre, il y a une chose, et c'est ça que je voulais dire brièvement, il y a une chose, c'est que cette coordonnée R, c'est la coordonnée qui fait que si on intègre sur l'hypersurface à R égale constante, si je fais R égale constante, à un instant, entre guillemets, c'est-à-dire t donné, d'accord? Donc je prends l'hypersurface à R fixé, à t fixé, donc voilà, c'est 4 coordonnées, j'en fixe 2, j'ai une hypersurface dans cet espace-temps, sur lequel il n'y a que θ et φ qui varient, comme ça. Et j'intègre sur toute cette surface, d'accord? Donc je somme... Enfin, j'intègre la surface. Alors, j'ai mentionné comment on intégrait une surface. On intègre la fonction 1 sur cette sous-variété. Hein, donc, en tenant compte de la métrique, etc. Eh bien, si on le fait, sans surprise, on va trouver, c'est-à-dire tout ça, tout ça donne 0 en quelque sorte. Donc, on intègre cette chose-là standard. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, évidemment, on trouve 4πr2. Donc il est vrai qu'à la coordonnée R, l'hypersurface correspondant à R égale constante, à R égale grand R, eh bien la surface du truc c'est 4πr2. Voilà, donc on se dit, bah oui, c'est une sphère normale. Oui, c'est une sphère normale, mais ça ne veut pas dire qu'entre deux sphères de rayon R1 et R2, il y a R2 moins R1, et c'est une sphère normale. Oui, enfin justement, le R, on pourrait dire, il est choisi de telle sorte que ceci reste vrai, mais en réalité, ceci reste vrai, il suffit de le faire. On intègre, on voit ça. Bon, c'est juste une remarque en passant, mais faites attention aux intuitions géométriques. À chaque fois, il faut se reposer la question, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que c'est pas parce qu'une variable s'appelle R que c'est une distance à un centre. En l'occurrence, c'est pas le cas. D'accord? Même si loin du centre en question, de ce qui serait R égale 0, ça se comporte quasiment comme ça. Ok, alors c'est pas ça que je voulais dire. Vous voyez, dès qu'on commence à parler de la métrique de Schwarzschild, il y a tellement de choses intéressantes à mentionner que on a du mal à converger. Mais alors, ce que je voulais faire, c'était vous montrer quelques conséquences. On a vu rapidement dans le cours
l'histoire de désynchronisation des horloges, simplement en notant que pour je l'ai fait pour un observateur stationnaire, hein, donc en R égale constante, θ égale constante, enfin tout ça égale constante, phi égale constante. Voilà, stationnaire dans cette carte-là, d'accord? Si on fait ça, eh bien l'observateur stationnaire a une vitesse v, donc gamma étant sa ligne d'univers, je refais rapidement ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a pour coordonnées donc dans la base des d sur dt, d sur dr, d sur dθ, d sur dφ, simplement t point d sur dt, c'est où t point est dt sur d lambda en fait, où lambda est le paramétrage de la ligne d'univers, et ce qu'on sait c'est que si on paramètre la ligne d'univers avec le temps propre, par définition, on a g de v gamma qui vaut donc moins c2. Voilà, et là, il manque à chaque fois le c2, ici c'est d de ct, hein, si on veut être homogène, sinon on dit que c égale 1 et que t se mesure en mètres, ou r en seconde, au choix. Voilà, donc on a ça, et ça nous dit que, donc, si c'est paramétré par le temps propre, c'est-à-dire si lambda, c'est ce qu'on appelle taux, enfin ce qu'on note taux, qui est le temps propre, à ce moment-là, on va avoir effectivement dt sur d taux, qui est égal à, donc c'est ce qu'on a vu ce matin, tout à l'heure, dans le cours, ou dans la vidéo d'avant, 1 moins rs puissance, donc moins 1,5. Ok, donc ça c'est intéressant, et voilà, ok. Alors, ce que je voulais voir maintenant, c'est comment utiliser les symétries pour faire de la mécanique céleste, et aussi pour aborder la question du redshift gravitationnel. J'espérais quand même pouvoir faire ça, mais on n'a pas eu le temps. Donc, il y a une remarque qu'on peut faire et qui va s'avérer très importante, c'est que dans cette métrique, on voit tout de suite qu'il y a deux champs de Killing qui sautent aux yeux. Alors on a dit, hein, il y a les trois de la symétrie SO3, enfin de l'invariance par rotation, de la symétrie sphérique, d'accord? Mais il y en a un en particulier de ceux-là qui saute aux yeux, qui est d sur dφ, parce que phi est une variable cyclique, aucun des coefficients de la métrique ne dépend de phi, donc d sur dφ est un champ de Killing. Ce champ de Killing, on le note souvent S peut-être comme spin, donc ça correspond à effectivement, c'est le générateur des rotations de l'angle phi, donc vraiment autour de l'axe à partir duquel on mesure θ. Évidemment, ce choix d'axe est indifférent puisqu'on a la symétrie sphérique, mais voilà, on a choisi un choix de coordonnées, et dans ce choix de coordonnées, à l'évidence, ceci est un champ de Killing. Très bien, parce que du coup, il va y avoir associé à ça une quantité conservée, laquelle le moment cinétique, enfin ce qu'on peut appeler moment cinétique, l'équivalent, si on veut, du moment cinétique autour de cet axe-là, justement. Donc ça, c'en est un. Et il y a une autre variable cyclique qui saute aux yeux, qui n'apparaît nulle part dans les coefficients ici, bah, c'est t elle-même. Donc t est une variable cyclique. Du coup, on a un autre champ de Killing, qu'on note souvent K, comme Killing, sans doute, qui est simplement d sur dt. D'accord? Donc voilà deux champs de Killing qui donc, si vous voulez, dans la base associés à cette carte particulière, hein, donc la carte TR θ phi, qui donne donc la base d sur dt, d sur dr, d sur dθ, d sur dφ, d'accord? Dans cette base-là, si je représente une base de TPM en chaque point P, si je représente un vecteur par ces quatre composantes sur ces quatre vecteurs de base, bah S en fait c'est le vecteur 0, 0, 0, 1, et ça c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, hein, tout simplement, donc très simple.
Ok, donc on a ces deux champs de Killing. Quel intérêt? L'intérêt, c'est que justement, aux champs de Killing sont associées des quantités conservées. Donc on a vu que pour ça, intuitivement, c'est le moment cinétique, donc autour de cette variable. Et pour ça, eh bien, c'est l'énergie, tout simplement. Hein. La quantité conservée associée à l'invariance par translation dans le temps. Hein. Donc on a ces quatre vecteurs, quatre champs de Killing, hein, donc c'est pas la symétrie maximale, hein, bien sûr. On n'a pas de symétrie de translation ici, hein, donc il ne faut pas s'attendre à symétrie maximale comme dans le cas de Minkowski, sauf si RS égale 0, on a Minkowski, mais on a donc les trois J1, J2, J3 de l'invariance par rotation. Et on a une symétrie de translation quand même dans le temps, puisque ce qu'on a vu, et c'est le théorème de Birkhoff 1923, c'est que dans le vide, en symétrie sphérique, on a forcément une métrique qui est statique. Statique, donc c'est justement... alors enfin, déjà stationnaire en fait. Elle est stationnaire au sens où donc il y a ce champ de Killing, si vous voulez. Mais statique, c'est mieux que ça, c'est-à-dire que ce vecteur, enfin, ce champ de Killing temporel est orthogonal en chaque point aux surfaces aux hypersurfaces, donc T égale constante. Hein. Autrement dit, il n'y a pas de terme croisé ici. Ce qui n'est plus vrai dans le cas du trou noir de Kerr, qui tourne sur lui-même, auquel cas on a ce qu'on appelle du frame dragging. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ça, frame dragging, qui fait qu'en fait il y a des termes croisés. Si vous voulez, T phi n'est pas nul, donc la matrice n'est pas diagonale, et donc, enfin, bref. Et donc on n'a pas une solution statique dans ce cas-là. Et effectivement, c'est stationnaire, mais c'est pas statique. Et cette distinction elle est familière en physique. Hein. Vous pouvez avoir par exemple un écoulement stationnaire, c'est-à-dire que le flot d'une rivière ne varie pas au cours du temps, mais néanmoins, c'est pas statique, il y a un flot. Là, c'est pareil, vous avez un flot d'énergie en fait dû à la rotation, donc c'est pas statique, mais c'est stationnaire. La métrique produite est stationnaire. Alors non seulement l'objet n'est pas statique, mais la métrique de Kerr n'est pas statique au sens où je viens de le dire là, c'est-à-dire que vous avez ces termes croisés que vous ne pouvez pas éliminer en fait. On peut changer de carte, mais c'est une propriété réelle de la métrique. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans ces digressions, c'est juste toujours plaisant d'avoir un peu de background, mais alors... donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va voir quelles sont les quantités conservées. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais commencer donc par le redshift gravitationnel, dont vous avez sans doute entendu parler, gravitationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, j'allais dire qualitativement, mais même un peu plus que ça, quantitativement, dans le tout premier cours, je crois, de cette série, quand on a évoqué le principe d'équivalence et montré que du fait du principe d'équivalence, lorsqu'un photon est émis à donc on avait dit voilà la Terre, on émet un photon ici vers le bas à une certaine fréquence nue émission on va dire, eh bien il est reçu ici à une fréquence nue réception, pour quelqu'un qui est au repos sur Terre, qui n'est pas la même que la fréquence émise. Et pourquoi ça? Par le principe d'équivalence, parce qu'en fait, on dit qu'on a un champ gravitationnel là, mais en fait, ce champ gravitationnel, il est annulable par changement de référentiel, localement. On peut effectivement, c'est-à-dire ce champ gravitationnel G comme ça, est équivalent à pas de champ gravitationnel, donc pas de Terre, enfin voilà, loin de tout, pas de champ gravitationnel au sens newtonien, hein, mais un référentiel accéléré vers le haut.
De combien? Exactement de moins g, d'accord? Donc, et à ce moment-là, si on envoie un photon là, le temps qu'il arrive là, il y aura eu un écart de vitesse, puisqu'il y a une accélération de ce référentiel extérieur. Donc, la vitesse du sol vers... Enfin, c'est que le sol se trouve accéléré vers le haut, hein, donc si on considère cette autre lecture de la même situation physique, champ gravitationnel ou mouvement accéléré, et à ce moment-là, cet écart de vitesse fait que le récepteur, en fait, c'est comme si le récepteur se déplaçait vers la source, et donc il y a un effet Doppler qui fait que la fréquence du photon se trouve modifiée de combien? De delta nu sur nu égale V sur C, d'accord? Et où le V égale G fois T, et T, enfin, donc de combien la vitesse a changé par rapport à l'instant de départ ici. Si on dit que T égale 0, on envoie à T égale 0, on récupère un instant T, donc la vitesse a augmenté de GT, c'est ça une accélération G, et donc et GT, et c'est quoi T? Bah, c'est le temps que ça a mis pour, alors si on dit qu'il y a une distance h à parcourir, combien de temps ça met à la vitesse de la lumière pour parcourir h? Eh bien, bah, c'est h sur c, tout simplement. Donc en fait, V, c'est GH sur C, et on trouve que delta nu sur nu égale GH sur C2. Hein, ça, sur C, voilà. Donc c'est l'effet Doppler tout bête, associé au principe d'équivalence. Donc ça se retrouve vraiment en 15 secondes. Et j'avais fait la remarque amusante, qui est que si on multiplie ça par m divisé par m, hein, une masse, alors le photon n'a pas de masse, mais ça, le gain d'énergie d'une particule qui chute dans un champ de pesanteur, c'est combien? Eh bien, c'est mgh. D'accord? C'est l'énergie potentielle de pesanteur, mgh. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez mgh sur mc2. Donc, le delta nu sur nu, c'est-à-dire l'accroissement relatif de l'énergie, pour une particule de masse m, c'est l'énergie potentielle divisée... Enfin, le gain d'énergie, c'est l'énergie potentielle divisé par l'énergie qu'a la particule, qui est mc2. Alors vous allez me dire, mc2 plus 1,5 de mv2 maintenant. Oui, d'accord, mais v est complètement négligeable, hein, donc c'est complètement dominé par l'énergie de masse. Donc ceci correspond bien à un gain d'énergie. Alors pour un photon, ça veut dire quoi un gain d'énergie? Ça ne veut pas dire aller plus vite, un photon, d'accord, la vitesse c'est c, c'est c, bon, très bien. Mais ça veut dire gagner en fréquence, hein, puisque E égale h nu, hein, donc je peux, voilà, delta h nu sur delta nu. Hein, donc c'est bien un delta E sur E du photon, qui vaut, j'aurais dû mettre des à peu près, hein, on est au premier ordre là, mais voilà ce qu'on prédit, un accroissement de l'énergie, simplement à partir du principe d'équivalence et de l'application de l'effet Doppler. Évidemment, quand on va au-devant d'une onde, la fréquence augmente, quand on s'en éloigne, la fréquence diminue, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Voilà. Donc c'est aussi une façon mnémotechnique de s'en souvenir. On s'attend à un changement de fréquence qui est précisément mgh sur mc2, mais en fait, donc, le m n'a pas de sens. De toute façon, on voit que c'est le même pour tous les m, hein, c'est le principe d'équivalence, tous les corps chutent de la même façon, il arrive exactement la même chose à tous les corps, donc c'est normal que ce m se simplifie, et donc on trouve également pour l'énergie des photons GH sur C2, ce qui est absolument magnifique. Bref, donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on veut rendre compte maintenant, mais proprement, avec le formalisme de la relativité générale, et donc voilà ce que j'aurais voulu pouvoir montrer ce matin. J'ai pas eu le temps, j'étais frustré. On corrige ça tout de suite. Alors, comment on fait? Eh bien, justement, on va utiliser la conservation d'une grandeur liée à l'existence d'un champ de Killing. Donc là, on s'intéresse à l'énergie. Évidemment, on va s'intéresser, enfin, à l'énergie, à ce qu'on peut appeler l'énergie. Vous savez que la notion d'énergie est délicate en relativité générale, en particulier parler d'énergie potentielle de pesanteur, là comme on a fait dans cette analogie, ça voudrait dire l'énergie du champ électromagnétique, du champ gravitationnel, mais le champ gravitationnel a-t-il
Une énergie, ça veut dire quoi? Surtout si je me mets dans un référentiel, l'énergie a disparu. Donc c'est pas un truc, c'est un truc qui dépend du référentiel. Vous voyez, c'est pas très simple. On peut faire des choses, mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de conservation de l'énergie au sens ordinaire, parce qu'il n'y a pas de définition de l'énergie associée à la gravitation elle-même. Il y a un tenseur T mu nu, mais dans le tenseur T mu nu, il n'y a aucun terme qui est lié à la géométrie. Vous voyez? Puisque la géométrie, elle est du côté gauche de l'équation. Donc là, il y a toute l'énergie, enfin le tenseur énergie-impulsion, là, cet objet, ce tenseur à deux dimensions si on veut, il y a ici tous les champs de matière que vous pouvez imaginer, souhaiter mettre, etc. Mais il n'y a rien qui correspond à la courbure de l'espace-temps, ou donc à ce qui tient lieu de champ gravitationnel. Donc il n'y a pas d'énergie gravitationnelle. Et pourtant, je lâche un corps, il gagne de l'énergie dans une certaine carte, dans un certain référentiel. Donc vous voyez que c'est délicat on aurait presque envie de dire, mais s'il y a de l'énergie associée à la gravitation, et on sent bien qu'il y en a. Parce que par exemple, vous avez une onde gravitationnelle qui passe, ça met en mouvement des corps, enfin met en mouvement. Ça modifie si vous pouvez voir des effets physiques de ces ondes gravitationnelles. Donc c'est quand même porteur d'énergie. Mais alors elle est où l'énergie? Elle est localisée où? Puisqu'en fait, localisée dans une métrique, mais c'est la métrique qui vous donne, qui vous dit ce que ça veut dire localement. Localement, c'est-à-dire en un point, en des coordonnées particulières. Donc vous voyez que tout ça devient très vite, dès qu'on sort d'un espace plat où on peut repérer des points qui restent eux-mêmes au cours du temps, etc., avec un temps universel, tout ça, enfin, universel ou pas universel, mais en tout cas qu'on peut définir globalement sur l'ensemble de la variété, comme dans Minkowski, on peut faire des choses. Mais dès qu'on sort de cette idée-là, ben en fait, les notions avec lesquelles on parle habituellement, y compris donc la notion d'énergie, perd de sa pertinence, oui, c'est plus réellement comme ça qu'il faut parler. Alors néanmoins, il y a une invariance par translation dans le temps, et à ça est associée une conservation, et donc il faut directement, si on veut se servir de ce qui serait la conservation de l'énergie, allons regarder la quantité conservée associée au vecteur de Killing. Et ça, il n'y a aucun problème. On a l'équation de Killing, on a l'équation de Killing, nabla mu canu plus la même chose en changeant mu et nu, d'accord, égale 0, c'est l'équation de Killing qui, donc là, ça se vérifie immédiatement pour une variable cyclique qu'on a bien ce cas-là qui est un champ de Killing, mais surtout, quand un champ vérifie ça, il y a une quantité conservée qui est que le long d'une géodésique, donc la grandeur K mu V mu se conserve. Donc ça égale 0, le long de la géodésique. Hein. Donc si vous voulez, enfin ça c'est la vitesse, c'est V mu d sur dx mu. Enfin V nu d sur dx nu. Hein, donc ça vous fait V. Vous pouvez ça encore l'écrire V nu nabla nu, enfin nabla d sur dx nu de ça. Bref, en tout cas, le point clé, c'est que ceci est une grandeur conservée, égale constante, le long d'une géodésique, pas partout dans l'univers évidemment, le long d'une géodésique. Le long de la géodésique, dont V est la vitesse. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'intéresser à un photon qu'on envoie depuis un point de coordonnées, on se met par exemple on laisse θ et φ constants, donc on s'en fiche, la géodésique elle va être juste radiale, hein, donc si j'imagine, donc j'ai la Terre, et puis je suis ici, un rayon R1, et je lance un photon vers le haut, c'est-à-dire sans changer θ et φ. Hein, rappelez-vous, hein, cette métrique, c'est pas juste la métrique d'un trou noir, c'est la métrique de n'importe quelle distribution de matière sphérique dès lors qu'on est en dehors. Donc ça marche très bien pour la Terre, même si la Terre n'est pas
tout à fait, elle tourne un peu sur elle-même, etc. Puis il y a d'autres corps qui perturbent autour, mais essentiellement, c'est la métrique de Schwarzschild à l'extérieur de la Terre, en tout cas près de la Terre. Donc, je lance un photon de R1 à R2, et je voudrais savoir quelle énergie, quelle fréquence donc, du photon on mesure ici, là, là, partout. D'accord, enfin, de R1 à R2 ou de R1 à n'importe quelle valeur de petit r, quoi, voilà. Je le lance avec une certaine fréquence en R1. Quelle est sa fréquence qui est mesurée par un observateur stationnaire plus loin? Alors, ici, la géodésique, ça va être la géodésique du photon. D'accord? Donc, je prends le photon, il est caractérisé par par un quadrivecteur, son quadrivecteur impulsion, ou énergie impulsion, ou, enfin, en tant que quadrivecteur, donc c'est P mu, si vous voulez, hein, dont la première composante est justement dont la première... Alors, je suis un observateur stationnaire. Je vais regarder un observateur stationnaire en différents points. Là. Les observateurs stationnaires, je l'ai effacé maintenant, mais stationnaire, ça veut dire que R est constant, θ est constant, φ est constant. Donc, la vitesse de l'observateur stationnaire, c'est T point D sur dt. C'est ça, la vitesse. Et quelle est l'énergie qu'il voit du photon? Eh bien, c'est sa propre vitesse. Comment je l'ai noté, ces vitesses? J'ai noté. Quand on la normalise par le temps propre, souvent, on note U mu, la vitesse. La vitesse, enfin, c'est pas une convention, c'est une habitude, souvent on fait ça. Quand on met U, ça veut dire que le paramètre, ici, c'est le temps propre. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, où on avait donc ce T point qui valait 1 moins RS sur R, puissance moins 1,5. Donc, alors c'est intéressant, donc je vais le remettre d'ailleurs, 1 moins RS sur R, puissance moins 1,5. D sur dt, plus les autres termes en D sur dr, D sur dθ, D sur dφ, ils sont tous nuls puisque c'est un observateur stationnaire, donc il n'avance que dans la direction de la coordonnée t. Ok? Très bien. Donc on a ça, et quelle est l'énergie qu'il voit du photon? Eh bien c'est simplement U mu, P mu. P mu, U mu dans le sens, enfin c'est G du quadrimoment du photon et de sa vitesse. La vitesse de l'objet, hein, attention. Enfin voilà, donc c'est ça, simplement parce que, vous voyez, enfin, je sais pas, peut-être, j'en dis trop ou pas assez, je sais pas, P mu ici, enfin, on a l'habitude, enfin, on a E sur C et puis P, quoi, c'est ça. Et ça, c'est vrai aussi pour un photon. Le seul truc, c'est que dans un référentiel donné, hein, enfin, un référentiel dans un choix de coordonnées particulier, c'est vrai, ceci, on y est habitué pour une particule de masse m, mais ça marche aussi évidemment pour un photon de masse nulle. Le seul truc, c'est que du coup, ça, c'est son quadrimoment, sa quadrivitesse à un facteur près, c'est son quadrimoment qui est la tangente à sa trajectoire, hein, donc qui est vraiment, ça suit la géodésique, donc ça va être ce V mu ici. Hein, simplement, le truc, c'est que c'est un quadrimoment de norme nulle, hein, il suit une géodésique nulle, c'est-à-dire que E2 sur C2 moins P2, enfin là je me remets en Minkowski standard, mais justement on va le faire dans la métrique de Schwarzschild, enfin moins voilà, égale 0, hein, donc E2 égale P2C2, enfin habituel, enfin ici pardon, norme au carré,
Bref. Donc, tout ça pour... je rappelle ça pour qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit que le moment P mu ici, enfin le quadri-moment, je ne sais pas comment l'appeler, du photon, c'est en fait son vecteur vitesse, d'accord, le long de la géodésique. Le géodésique, donc une géodésique nulle, parce que le photon est de masse nulle. Très bien. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a P mu qui est ce V mu là, mais ici, si vous regardez la vitesse de l'observateur stationnaire, eh bien, comme K c'est d sur dt, c'est un vecteur de Killing, ce d sur dt. Donc en fait, on a U mu qui vaut 1 moins Rs sur R, puissance moins 1,5, K. Oui, K, du coup, oui, si je mets K mu, je devrais mettre... Oui, U, c'est tout ça, et donc, on a ça, voilà. Et donc, si je fais G de P, U, ça, on a dit que ça, c'était l'énergie, puisque c'est... Ah oui, pardon, je reviens un peu en arrière. Donc, on avait E et puis P, comme ça, si vous voulez. Temporel spatial, comme U est uniquement la direction T, c'était pour vous rappeler que effectivement ça c'est bien l'énergie du photon de moment P mu mesuré par l'observateur de vitesse de sa ligne d'univers, hein, donc de vitesse dans l'espace-temps U. De vitesse U. Voilà, c'est ça que je voulais indiquer, dont je voulais vous reconvaincre au cas où ce ne soit pas immédiat pour vous. Mais donc le point clé, c'est que, voilà, c'est pareil, ça, c'est ça l'énergie dont on parle. L'énergie du photon mesurée par un observateur qui est là au repos. Il n'est donc pas en chute libre, hein, il faut accélérer quand vous avez une masse qui vous attire vers le bas. Pour rester immobile, il faut des fusées qui vous poussent vers l'eau, très bien, donc vous êtes accéléré, mais vous êtes stationnaire dans cette carte-là. L'énergie du photon que vous mesurez, c'est le produit scalaire du quadri-moment avec votre vitesse. Et ça, vous voyez que c'est quelque chose... J'allais dire cet objectif, c'est objectivement subjectif ou subjectivement objectif, c'est-à-dire c'est l'énergie mesurée par l'observateur du fait qu'il a sa vitesse. Donc un autre observateur, même qui serait au même point, qui aurait une autre vitesse, c'est-à-dire qui irait dans une autre direction, enfin dont la ligne d'univers sera une autre, ne verrait pas la même énergie. Et c'est ça l'effet Doppler. C'est-à-dire, je reçois un photon ici, suivant que je suis... disons, par rapport à la pièce ici, si je suis immobile, si je me déplace par là, par là, par là, par là, c'est le même photon qui arrive, etc. Mais je ne le vois pas à la même énergie. Tout simplement, c'est l'effet Doppler, quoi. Parce que ce que je mesure, c'est subjectif, au sens où ça dépend de ma vitesse, mais c'est objectivement subjectif, c'est-à-dire que c'est un truc qui vaut ce qui vaut. Et cette grandeur-là, c'est un nombre qui est objectivement défini dans l'espace-temps. C'est le produit scalaire de deux vecteurs parfaitement bien définis. Le vecteur correspondant donc au mouvement au photon et le vecteur correspondant à mon mouvement, c'est-à-dire mon vecteur vitesse tangent en ce point-là à la ligne d'univers qui est la mienne, objectivement. C'est la mienne, mais elle est objective dans l'univers. Bon, c'est un peu une longue digression pour essayer de recoller, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de... Ce que certains parmi vous, parmi les étudiants, ont considéré comme étant des maths, mais je prétends que c'était de la physique, mais c'est vrai que ça restait mathématique. Là, il faut recoller avec les notions de physique
habituelle, je dirais, c'est-à-dire il y a des photons avec certaines fréquences, enfin les photons, il faudrait le traiter de façon mécanique quantique, mais disons, ondes électromagnétiques, considérons des photons de masse nulle qui suivent comme trajectoire des lignes d'univers de genre lumière, par définition, donc nulles. Et donc avec des fréquences qu'on mesure effectivement. Et donc qu'est-ce que c'est que cette fréquence mesurée? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Enfin, E égale h nu. Eh bien, c'est précisément ça. Donc il y a une expression tout à fait objective avec les outils de la relativité. L'énergie mesurée, ce n'est rien d'autre que ça. Et tout ce que j'ai fait, la petite digression que j'ai faite, c'était pour vous montrer que oui, c'est bien ça qu'on fait depuis toujours. Hein. Donc c'est la première composante ici. Donc si je fais le produit scalaire avec le vecteur vitesse ici, qui a pour composante justement 1 moins rs sur r puissance moins 1,5, 0, 0, 0. Oui, quand je fais le produit scalaire de ça, qui est u, avec ça, hein, j'obtiens bien E. D'accord? Donc c'est... Enfin, j'obtiens un truc proportionnel à E. Enfin, c'est... oui. Oui. Enfin, d'accord. Enfin, c'est comme ça que sort l'énergie. Je ne veux pas me repartir dans une discussion. Alors, donc, vous voyez l'idée. Par conséquent, l'énergie mesurée, c'est ça. Et donc, c'est G de PU, ou si vous voulez, P mu U mu, ou P mu en haut, U mu en bas, enfin, peu importe, c'est exactement la même chose. Vous montez ou baissez un indice, enfin, baissez un indice avec G mu nu, celui que vous voulez. C'est évidemment quelque chose de symétrique. Le point clé étant que ce P, c'est un V mu, puisque le photon suit une géodésique, d'accord? Il va tout droit dans l'espace-temps courbe, mais il suit une géodésique. Et ce U, c'est un vecteur de Killing. À un facteur près, très bien. Mais U, c'est un certain nombre de fois le vecteur de Killing. Par conséquent, l'énergie qui est mesurée, ben je vais l'écrire, donc je vais faire du vide là, enfin, pas trop quand même, et je vais changer de stylo, parce qu'on commence à plus voir grand chose. On a donc, alors je le remets là, on a U qui vaut 1 moins Rs sur R puissance moins 1,5 fois un vecteur de Killing, en l'occurrence d sur dt, mais le point clé c'est que c'est un vecteur de Killing. Et on a par définition E mesuré au rayon R1, on va dire, donc E1, c'est G de P, le quadri-moment du photon, virgule U au point U1, le vecteur vitesse de l'observateur situé en R égale R1. Donc, et donc, ok. Et donc ça, c'est donc du coup au point en R égale R1, d'accord? Eh bien, il suffit de l'écrire. Ça fait 1, donc ça fait 1 moins Rs sur R1 puissance moins 1,5 G de ici P mu qui est le V mu voilà, virgule K. Enfin, donc P, en fait, pardon, P, virgule K. Et ça, c'est un certain nombre qui est constant le long de la géodésique. Donc maintenant, si je regarde ce qui est vu par l'observateur qui se trouve non plus en R1, mais en R2, bah, ça va être, de la même façon, par définition, c'est objectivement subjectif à lui, qui se trouve stationnaire en R égale R2, donc ça va être ça. En R égale R2, donc ça fait 1 moins Rs sur R2 puissance moins 1,5 G
de P K, hein, puisque j'ai juste remplacé U2 par ce truc-là fois K. D'accord? Et là, j'ai remplacé U1 par ce truc-là fois K. Donc, la physique nous dit que l'énergie mesurée du photon, le h nu, c'est ce produit scalaire entre la vitesse de l'observateur, la quadrivitesse de l'observateur et la quadrivitesse du photon. Là, voilà. Et donc, je l'écris, mais comme la quadrivitesse de l'observateur est en fait un certain nombre fois le vecteur de Killing, bah, ce nombre-là, il est ce qu'il est, donc ça ne change pas, c'est juste, c'est linéaire, la métrique. Donc, je me retrouve avec ce facteur-là. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je pourrais le savoir, mais je ne veux pas savoir ce qu'il vaut, je m'en fiche complètement. Évidemment, ça dépendra de la fréquence émise, par exemple, hein, puisque ici, c'est l'impulsion du photon. Je peux lui mettre, enfin, la première composante, justement, c'est son énergie, au sens minkowskien, je dirais. Donc, si je mets une plus grande fréquence, c'est une plus grande énergie. Mais peu importe, le point clé, c'est que c'est une géodésique. Et donc, j'ai ici le produit scalaire d'une vitesse de géodésique avec un champ de Killing. Et ça, c'est constant le long d'une géodésique. C'est toute la puissance des champs de Killing. C'est l'équivalent de la conservation de l'énergie. Vous voyez que c'est pour ça que là, la conservation de l'énergie, c'est ça qui fait que en fait, l'énergie du photon n'est pas la même, suivant où elle est mesurée. Mais parce qu'elle se conserve le long de la géodésique. Et donc finalement, on a traité très simplement, même si j'ai passé beaucoup de temps à expliquer parce que je ne sais pas pourquoi peut-être j'ai eu tort, mais je sentais que c'était peut-être pas évident que l'énergie c'était ça. Mais c'est ça qu'on appelle l'énergie d'un photon vu par un observateur de vitesse U. Après, on a juste constaté ça, mais ça, il suffit de regarder, voilà. Et donc, j'ai E1 qui vaut ça, E2 qui vaut ça, et le point clé, Killing, c'est que ça égale ça. Enfin, oui, ça, je devrais dire en R2, et ça en R1, parce que là, évidemment, c'est écrit de la même façon, évidemment, c'est la même chose. Non, mais, ça, c'est tel que c'est au point R1 θ phi, et ça, c'est tel que c'est au point R2 θ phi, pas au même instant d'ailleurs, parce que ça a pris du temps à y aller, mais bon, qu'à se maintienne. Le point clé, c'est que cette grandeur s'est conservée le long de la géodésique. Donc ça, bien que ce ne soit pas le même objet, c'est pas calculé au même endroit, c'est néanmoins égal. Et par conséquent, si je fais E2 sur E1, eh bien je trouve ça sur ça, enfin ça sur ça, donc 1 moins RS sur R2 puissance moins 1,5 sur 1 moins RS sur R1 puissance moins 1,5. Et ben voilà, le redshift gravitationnel. Si vous partez de R1, on va dire que R1 est plus petit que R2. D'accord? Vous avez votre champ de pesanteur là comme ça, vous avez ici la Terre. Voilà, vous envoyez un photon vers le haut, avec une certaine fréquence, qui est la fréquence qui correspond au h nu, enfin à l'énergie que vous mesurez en R1, qui est E1, eh bien, il sera reçu ici par un observateur stationnaire. Alors après, l'observateur il peut aussi bouger et rajouter un effet Doppler par-dessus, mais là on parle juste deux observateurs stationnaires en R1, en R2. Si celui en R1 voit E1, celui en E2 voit une énergie, alors plus grande ou plus petite, on sait déjà que ça va être plus petit, mais vérifions-le. Si R2 est plus grand que R1, ici on a 1 moins, alors, puis il y a des moins 1,5, alors je vais retirer les moins 1,5 et je vais changer 1 en 2, donc je vais juste les inverses, d'accord? Ça va être plus facile, sinon il va y avoir trop d'inversions. Ok, donc là, on retire quelque chose qui est plus petit si R2 est plus grand. Donc R2 est plus grand, donc on retire à 1 moins que ce qu'on retire ici. Donc ce nombre-là auquel on a retiré moins de choses, il est plus grand que celui-là. Ce nombre est plus grand que celui-là, donc ce rapport est plus petit que 1, donc E2 est plus petit que E1. Ça marche, qualitativement.
au moins, si R2 est plus grand que R1. Autrement dit, le photon perd de l'énergie, s'épuise en remontant le champ de pesanteur. C'est comme ça qu'on l'avait dit avec le principe d'équivalence dans le premier cours. Mais en tout cas, le résultat maintenant est sans appel et il est exact. Ceci est exactement le rapport des fréquences qui serait vu en R1 et en R2. Enfin, voilà, en R quelconque, ben, vous remplacez R2 par R et voilà, enfin, voilà. Donc vous avez exactement comment le photon s'épuise, entre guillemets, perd de l'énergie en remontant le champ de pesanteur, comme si il le cédait en énergie potentielle si c'était un corps massif. Mais vous voyez que tous ces mots-là, toute cette façon de parler, n'a pas le moindre sens. Enfin, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur, ça ne veut rien dire. Enfin, je ne refais pas mon petit discours d'avant, mais on ne définit pas comme ça une énergie associée à la courbure. On peut toujours faire des choses qui marchent dans un cadre local, mais il n'y a pas une définition générale. Et surtout, il n'y a pas besoin, en fait. C'est-à-dire, ah, mais alors si l'énergie ne se conserve pas, toute la physique est à mettre par terre. Non, non, pas du tout. Pourquoi? La conservation de l'énergie, c'est quelque chose qui se déduit de l'équation de Newton. Si je définis le travail, d'accord, j'ai mdv sur dt égale F. Si je fais ça, scalaire dr, et puis ça, scalaire dr, donc là j'ai d de 1,5 de mv2, et puis là j'ai delta w, d'accord, parce que dr sur dt, c'est v, voilà, et donc l'énergie qui est gagnée c'est lié au travail qu'on a fourni, etc. On met là-dedans des forces conservatives, on dit que c'est moins gradient de EP, et donc on a d de c égale moins d de EP, donc d de EC plus d de EP égale 0. Voilà, donc ça marche, c'est parfait, c'est très pratique. Après, on comprend avec Noether, dans un cadre classique, que c'est lié, enfin en formulation Hamilton, enfin, lagrangienne, que c'est lié à une invariance par translation du lagrangien. Tout va très bien, il n'y a aucun problème. Tout simplement, ce formalisme n'est pas adapté à une situation où on ne peut pas parler de vecteurs entre les points, donc voilà, dr, déjà, ça veut dire quoi? Tous ces trucs-là, en fait. Bon, mais c'est pas grave, puisqu'on a construit, from scratch quasiment, enfin, le formalisme qui permet de traiter, de quand même définir des vecteurs, mais des vecteurs en un point, le vecteur vitesse en un point, ce vecteur de ce champ de Killing, c'est en chaque point, c'est d sur dt, et ça va dans la direction que ça va. C'est pas parce que c'est toujours d sur dt que ça pointe toujours dans la même direction, ça veut rien dire tout ça, d'accord? On a vu que, enfin, voilà, il faut du transport parallèle pour dire qu'est-ce que ça veut dire pas changer de direction, c'est comme ça qu'on définit les géodésiques, etc., etc., et tout ça est fourni. On a tout reconstruit, voilà, donc ça a été effectivement un peu laborieux, donc là maintenant on en tire les fruits, vous voyez qu'il n'y a pas besoin, enfin, le cadre théorique de la relativité générale permet parfaitement de traiter ce problème-là, et on retrouve évidemment la chose dont tout ça est parti grâce au génie d'Einstein, qui a su aller au bout du principe d'équivalence. On retrouve ce qu'on avait établi avec le principe d'équivalence au départ, à savoir que un photon émis d'en bas vers le haut voit sa fréquence diminuer pour un observateur stationnaire. À l'inverse, évidemment, si c'est R2 qui est plus petit que R1, si j'inverse les deux, bah, du coup, enfin, voilà, ça marche pareil, ce sera le même rapport. C'est-à-dire ce rapport-là, il ne présage pas que R1 soit plus grand ou plus petit que R2. Donc, le photon gagne de l'énergie en tombant dans le puits de potentiel comme s'il était accéléré. Il n'est pas accéléré, ça n'a pas de sens, il gagne de l'énergie. Combien? Exactement comme ça. Enfin, c'est pas qu'il gagne de l'énergie, c'est que l'énergie avec laquelle il est mesuré par un observateur qui est plus bas, elle est plus grande. Bon, ben c'est comme ça. Et tout ça est défini de manière parfaitement objective. Voilà ce que c'est que l'énergie mesurée. Il suffit de le faire, plaf, 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 champ de Killing, pouf, égale ça. Alors vérifions maintenant l'ordre de grandeur, enfin numériquement, combien ça fait. Alors numériquement, combien ça fait? Ça fait ça. Ok, c'est parfaitement bien établi. Voyons ce que ça fait quand on n'est pas tout près de RS, c'est-à-dire sur Terre, typiquement, hein, donc pour des rayons qui sont tous très grands devant le rayon de Schwarzschild. Voyons ce que ça fait, disais-je. Alors voyons ce que ça fait. On va simplement, donc on va dire que tous les R sont grands devant RS,
Donc R1 et R2 sont grands devant RS, je vais mettre RI grand devant RS. Du coup, bah, c'est simple, ici, ça on a un truc petit, donc on a, ça c'est à peu près 1 moins 1,5 oui, de RS sur R1, et ça c'est 1 moins 1,5 de RS sur R2, très bien, et donc ça fait quoi? Ça fait... donc ça fait... hein? Ah oui, non, d'accord. Et on va continuer à dire que ça, c'est petit. Donc en fait, je le remets en haut. Donc ça, c'est 1 moins 1,5 de RS sur R1. Plus, j'aurais pu le faire d'ici. Hein. Ça c'est 1, enfin, c'est 1 moins RS R2 puissance moins 1,5. Donc plus 1,5 de RS sur R2. D'accord? Voilà. Et ça fait quoi donc? Ça fait... donc maintenant, si je fais... oui, donc ça fait 1 moins... Alors, c'est là que... Donc, si vous voulez, R2... Je vais les mettre au même dénominateur. Hein, et, donc, R1 moins R2... Pardon. Sur R1 R2... RS sur 2. Je suis jamais très fort avec le néo-tableau sur ce genre de truc, mais enfin voilà, ça fait ça. Ok. Et donc, alors, donc si je multiplie le tout par R1, ça me fait E2 égale, par E1, pardon, ça fait E2 égale E1 moins ça fois E1. Donc j'ai E2 moins E1 sur E1. Donc j'ai delta E sur E. Donc 2 moins 1 sur 1, hein, par exemple, qui vaut, alors du coup il va y avoir le si moins ici, bon bah qu'à cela ne tienne, moins, enfin moins R1 moins R2, donc ça va faire plus R2 moins R1, faire comme ça. Donc R2 moins R1, ok, sur R1, R2, je suis toujours au premier ordre. Alors RS, que vaut RS? Eh bien, 2GM, rappelez le rayon de Schwarzschild, 2GM sur C2. Alors, il est divisé par 2, donc GM sur C2. Oh là là, regardez comme c'est beau. Sur C2, voilà. Allez, j'efface tout ça. Allez, j'efface tout ça. Donc, si maintenant je regarde entre deux positions séparées d'une hauteur h, donc voici la Terre. Séparé d'une hauteur h ici, donc R2 moins R1 égale h. Et donc ceci fait... Et puis R1 et R2 sont tous égaux, il y en a un qui est le rayon de la Terre. R1 égale le rayon de la Terre, et R2 c'est le rayon de la Terre plus h, ok, donc ils sont tous égaux, ça vaut RT carré. Et donc j'obtiens h, GM, sur RT carré, C2, et c'est quoi ça? Bah c'est le champ de pesanteur terrestre. Bah oui, la force F gravitationnelle, c'est mg, mais c'est aussi grand G, la masse de la Terre, la masse divisée par la distance entre les deux, c'est-à-dire au carré, le rayon de la Terre au carré. Donc ce truc-là, c'est bien G. Et donc on obtient quoi? Delta E sur E égale H égale GH sur C2. Alors je l'ai effacé maintenant, mais si vous remontez dans la vidéo, vous verrez que c'est exactement ce qu'on avait obtenu par le simple raisonnement du principe d'équivalence dans la limite où tout ça, enfin c'est des petites variations, le champ est faible, etc. Enfin, disons, le champ est faible au sens où il n'y a pas une grande différence entre le bas et le haut,
hein, de sorte qu'on peut effectivement, c'est-à-dire qu'on néglige les effets de marée, de sorte qu'on peut effectivement simuler l'ensemble du champ de pesanteur sur la taille de l'ascenseur, enfin entre l'endroit où le photon a été mis et l'endroit où il est reçu. On peut modéliser le champ de pesanteur comme uniforme à cet endroit. Donc on peut effectivement l'annuler sur l'ensemble de lieux où se produit l'expérience. Ce qui revient effectivement à dire que R1 égale R2 égale RT, c'est-à-dire que le champ de pesanteur il n'a pas changé. Hein. Donc c'est la même approximation sous-jacente. Et donc évidemment on allait retomber sur le même résultat, parce que c'est le principe d'équivalence, c'est comme ça. Enfin, il pourrait être faux, il se trouve qu'il manifestement il est juste, en tout cas dans une extrêmement bonne mesure. Vous savez que c'est contraint maintenant à 10-15 près, je crois, hein. Satellite, enfin, l'expérience microscope, etc. Une prouesse extraordinaire, donc le principe d'équivalence c'est solide. Eh bien, en tout cas, voilà, avec la relativité générale, on a été capable, ça a pris un peu de temps parce que je fais des digressions, j'explique chaque étape pour être sûr que vraiment il n'y ait pas de zone d'ombre dans l'explication, mais au fond, ça nous a pris 2 tableaux en écrivant gros. On a un vecteur de Killing, un champ de Killing qui se trouve être d sur dt parce que la métrique est statique. Du coup, le vecteur vitesse de l'observateur au repos, c'est en fait, donc c'est t points fois ça, enfin un repos dans cette carte, c'est proportionnel au champ de Killing, et donc on peut appliquer la conservation du produit scalaire entre le champ de Killing et le vecteur vitesse d'une géodésique. Ça tombe bien, un photon, ça suit une géodésique, et par ailleurs, ce produit scalaire, il se trouve que c'est l'énergie mesurée. Donc il suffit de l'écrire, et franchement, si vous reprenez le fil, ça prend quelques lignes, mais vraiment simples, et on obtient la valeur exacte, cette fois, y compris, et donc vous pouvez voir ce qui se passe quand R tend vers le rayon de Schwarzschild. Supposez que la Terre soit une taille plus petite que 3 mm, à ce moment-là, la Terre devient un trou noir, et vous pouvez faire cette expérience de lâcher un photon, si je puis dire, enfin, envoyer un photon qui tombe jusqu'à très très profond dans le puits de potentiel, et vous allez voir comment ça se passe. Évidemment, vous voyez bien que là, il y a une divergence. Enfin, non, oui, enfin, si c'est celui-là... Oui, c'est ça, ça tend vers 0. Si R1, donc si en bas c'est RS, ça tend vers 0. Et donc, ce rapport tend vers 0. Donc, il faut que E1 tende vers l'infini. Hein, par rapport à, enfin, quelle que soit l'énergie dont vous partez, si ce rapport doit tendre vers 0, eh bien, E1 tend vers l'infini. Donc, c'est blue shifté. Et à l'inverse, dans l'autre sens, enfin, c'est peut-être mieux de le voir comme ça, parce qu'en fait, vous allez être forcé, si vous n'êtes pas stationnaire, et si vous passez, en particulier si vous êtes en train de traverser l'horizon, vous n'êtes pas stationnaire, vous-même vous êtes animé d'un mouvement, donc il faut prendre aussi l'effet Doppler. Là, je parle simplement d'observateurs stationnaires. Donc si vous êtes au ras du trou noir, alors évidemment, pour être stationnaire au ras du trou noir, il faut mettre à fond les gommes pour pousser la fusée là, pour ne pas tomber, mais tant que vous êtes encore au-delà de l'horizon, ça reste possible, il faut accélérer très très fort, mais c'est comme ça. Vous envoyez un photon, bah pour vous, je sais pas, c'est un photon lumineux, et quand il arrive plus loin, bah plus il va loin, plus sa fréquence diminue, sa longueur d'onde augmente, etc. Mais ne dites pas, le temps ne s'écoule pas de la même façon, ne dites pas, il y a une dilatation du temps, ou une contraction des longueurs d'onde, ou une dilatation des longueurs d'onde. Tout ça, c'est un langage qui est totalement inutile, qui n'a pas de sens. Parler de la taille d'un objet, même ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer des choses localement. Eh bien, mesurer l'énergie d'un photon, c'est faire, quand on a une quadrivitesse U, c'est faire le produit scalaire G, U, P, où P est le quadri-moment du photon. Voilà. Et puis, on avait vu comment mesurer un champ électrique. Vous pouvez le faire, oui, c'est enfin, à partir du champ électromagnétique qui, lui, est objectif, et c'est lié à votre propre quadrivitesse. Donc, chaque grandeur mesurée est relative à
l'état de mouvement de celui qui mesure, bien sûr, c'est-à-dire est relative à sa vitesse, d'accord, à son vecteur tangent à la géodésique, là où il est, au moment où il fait la mesure. Donc relatif à ça, et relatif évidemment aussi à la chose mesurée, c'est-à-dire la grandeur physique sous-jacente qui est présente là où il est. Encore une fois, on ne mesure jamais quelque chose ailleurs. On peut après écrire des équations et déduire que si on était là-bas, on mesurerait ça. Et puis on peut le vérifier, faire des expériences et voir que tout ça est cohérent. N'empêche, ça n'a pas de sens, mais c'était déjà vrai en relativité restreinte, ça n'a pas de sens de dire quel temps fait-il maintenant dans la planète XB12 d'Andromède. Parce que maintenant quand si je me déplace un peu, maintenant ce que j'appelle maintenant, c'est plus le même moment. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et alors, même dans un espace-temps plat, ça n'a pas de sens. Dans un espace-temps courbe, on ne peut même plus définir globalement une carte comme ça, faire une coupe temporelle. Alors, vous allez me dire, mais cosmologiquement, on le fait? Oui, parce qu'on fait des approximations. On suppose que l'espace-temps est homogène isotrope. À ce moment-là, on peut définir un temps cosmique qui sera universel. D'accord, donc on peut, dans certains cas particuliers, avec certaines approximations, sous certaines hypothèses, faire des choses qui ressemblent à ce qu'on aimerait faire intuitivement. Mais il est plus important de comprendre que ces intuitions, alors elles sont pertinentes dans les limites qui sont les leurs, mais si on veut comprendre fondamentalement ce qui se passe, il faut vraiment s'efforcer de sortir de ce mode de raisonnement et de voir que ça ne nous retire rien. On a tous les éléments pour calculer ce qui est mesurable, etc., et de faire des prédictions qui vont bien. Donc, on ne perd pas des choses en faisant ça. Au contraire, on s'enrichit et on va droit sur les vraies notions fondamentales. C'est pour ça que faire de la physique fondamentale, c'est si important, non pas pour oublier tout ce qu'on a fait avant, mais pour comprendre que ce sont des approximations dans un cadre particulier qui les justifient, mais comprendre d'où ça vient et s'apprendre, enfin s'habituer à raisonner en des termes plus profonds, c'est-à-dire à partir de notions plus fondamentales, c'est vraiment important. Bon, bref, j'ai à nouveau été beaucoup plus long que je ne pensais, donc j'ai d'autres applications à vous faire. Peut-être je ferai une autre vidéo demain ou après-demain, enfin, dès que j'arrive à trouver un petit peu de temps. En tout cas, voilà, au moins vous avez vu le redshift gravitationnel. Encore une fois, si vous reprenez la vidéo là et que vous pouvez la condenser en 5 minutes, hein, c'est très très simple. Voilà. Donc voilà, j'ai encore été trop long, mais c'est comme ça. Ce que je voulais vous faire, donc la prochaine fois, j'essaierai de faire une autre vidéo pour que vous puissiez voir. Hein, la déflexion des rayons lumineux, toujours dans la métrique de Schwarzschild, hein, la déflexion des rayons lumineux par une masse, donc par exemple le Soleil, vous savez que c'est une prédiction importante. La lumière suit une géodésique, mais dans l'espace-temps courbé par le tenseur énergie-impulsion du Soleil. Et donc, il y a la métrique de Schwarzschild à l'extérieur du Soleil. Et donc, un rayon lumineux qui vient raser ici va être légèrement dévié. Alors, j'ai largement grossi, enfin, amplifié le phénomène, mais, ou alors, si ça, c'était pas le Soleil, mais un trou noir très massif, vous avez une déflexion comme ça, et donc on peut calculer ça, et ça a été vérifié en 1919 lors de l'éclipse de Soleil. Alors il y a des controverses sur est-ce que la mesure était suffisamment précise pour être conclusive, etc. Mais peu importe, le point clé c'est que, enfin, puis maintenant c'est parfaitement vérifié, donc il y a une déflexion des rayons lumineux au voisinage d'un corps massif, donc qui se traite parfaitement de façon exacte, analytiquement, on va faire des approximations, mais de toute façon la déflexion est tellement faible que ces approximations sont entièrement justifiées, mais ce que je veux dire, c'est que ça se traite de façon... On pose le problème parfaitement clairement en relativité générale. Donc je voudrais faire ça, et je voudrais faire aussi l'avance du périhélie de Mercure. Hein, donc vous avez vraiment la mécanique céleste, vous avez une orbite elliptique, par exemple celle de Mercure.
la gravitation de Newton nous dit si ces deux corps sont seuls au monde, bon, ils ne le sont pas, il y a d'autres planètes qui perturbent, etc., on y reviendra, mais les trajectoires gravitationnelles newtoniennes sont elliptiques, enfin, ou paraboliques, ou hyperboliques, mais si le corps est capturé, enfin si c'est un système lié, vous avez une ellipse comme ça qui boucle sur elle-même et le corps, en fait, les deux tournent autour de leur centre suivant des hélices autour de leur centre de masse commun. Si vous supposez qu'il y a un corps infiniment plus massif que l'autre, alors c'est lui le foyer, c'est lui le centre de masse, et donc on a quelque chose comme ça. Bon, bref, vous connaissez ça. En relativité générale, ce qu'on montre, c'est qu'en réalité, il y a une précession du périhélie, c'est-à-dire qu'après un tour, en fait, on n'est pas encore au niveau maximal, enfin au point d'approche maximal, et donc, ça c'est pareil, je grossis énormément le truc, à chaque tour, il y a un petit décalage, et donc on a une précession comme ça. J'ai dit des équinoxes? Non, j'espère que non. Précession du périhélie, si non, j'ai dû dire ça. Précession du périhélie de Mercure. Et donc, c'est quelque chose qui avait été observé, qui était très mystérieux, incompris. Et la théorie d'Einstein rend parfaitement compte de cet effet-là avec la bonne grandeur numérique. Et ce n'est pas si difficile que ça à établir. Tout ça avec la métrique de Schwarzschild. Donc, je voulais aussi montrer ça. On verra ça une autre fois. À bientôt.